Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'avril. Ce mois d'avril on a lu 8 romans, 10 mangas et une BD, donc je suis très contente. Mais n'oubliez pas que j'ai beaucoup lu parce que je suis au chômage, donc voilà. Je souhaite cette situation à personne. Voilà, donc pas de complexe. En ce moment, je lis beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps et je vous rassure, j'aimerais en avoir un peu moins. Bref, on arrête le racontage de vie et on passe tout de suite au roman pour commencer avec du coup un service presse puisqu'il s'agit donc de Pénélope, reine d'Ithaque que j'ai reçu en service presse de Hauteville. C'est un superbe objet livre. J'adore le jaspage, il est vraiment trop beau. Voilà, vous l'avez vu sous tous ses angles. Je pense qu'on peut donc passer à de quoi ça parle rapidement. C'est donc l'Odyssée, mais plutôt centré sur les femmes, et là en particulier sur Pénélope qui est restée à Ithaque. Le temps que Ulysse a disparu, il est plus là, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Et donc c'est raconté du point de vue très froid de la déesse Héra, puisque voilà, Héra, on la connaît, c'est pas la plus sympathique, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est son point de vue à elle. Et elle va voilà, nous conter un petit peu le quotidien de ces femmes qui sont à Ithaque. Je lui ai mis 3,75 parce que y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée et qui ont fait que j'ai pas réussi à entrer complètement dans le récit. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de longueur aussi sur... bon, c'était super sympa d'avoir le quotidien de ces femmes, mais j'avoue que j'avais un petit peu du mal à savoir où est-ce qu'on allait. Ça va un petit peu mieux par la suite, mais je trouve que sur certaines choses, on manque un peu de profondeur. Et de poésie. C'est-à-dire que j'ai été un peu des fois désarçonnée par l'écriture de Claire North, que c'est la première fois que je découvre du coup. Puisque des fois c'est un peu cru, ça dénote pas mal avec l'idée que je me fais de l'époque. Enfin c'est assez spécial quoi, et c'est vrai que moi je trouve qu'en voyant cette couverture, etc., je m'attends à un truc un minimum poétique et pas forcément au final. Mais sinon, c'était super intéressant, je vous le recommande. Si vous aimez la mythologie grecque, évidemment, et qu'on mette en avant les femmes, puisque c'est vraiment hyper important, hyper intéressant. Moi, j'adore ce genre de récit. Donc voilà, c'était sympa, mais je lui ai quand même trouvé certains défauts. Qui font que voilà, j'ai pas forcément apprécié dans l'entièreté ma lecture. Ensuite, on passe à 2 romans que j'ai lus chez la Collection R. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu de chez eux. Et c'est des nouvelles sorties. Donc le premier, c'est Violet Made of Thorns, que j'avais très hâte de lire puisque je l'ai beaucoup vu passer sur les comptes anglophones. Et au final, il est passé assez inaperçu, je trouve, sur les comptes francophones, puisque j'ai pas vu énormément de gens le lire. Et un petit peu à tort, puisque j'ai beaucoup aimé cette ambiance de conte que nous offre ce récit, puisque en fait on va se retrouver dans un univers de fantasy où on suit Violette, qui est donc la prophétesse du roi. Et comment elle en est venue là? En fait, c'est quand elle était jeune, elle a sauvé la vie du prince qui avait son âge aussi à l'époque. Et suite à cela, eh ben, elle a réussi à faire sa place dans la cour, sauf que voilà, elle n'est pas tout à fait honnête sur ses prophéties, elle ne maîtrise pas tout, et le roi va un peu l'aider à dissimuler un peu ses lacunes et les choses... Enfin, il va l'aider un petit peu à manipuler ce qu'elle dit, puisqu'en fait, vu que c'est la prophétesse, beaucoup d'habitants de la cour viennent la voir. En fait, ce qui se passe dans cet univers, c'est qu'il y a une prophétie qui colle à la peau Astraium, puisque en fait, le prince, il va falloir qu'il se trouve une mariée, sinon il va se passer des choses horribles. Le prince part en quête d'une épouse, et Violette, voilà, de son côté, promet au peuple qu'il va revenir avec une épouse, sauf qu'il revient, et il en a pas. Du coup, c'est là qu'on commence à comprendre que Violette et le prince, ils ont vraiment une relation très
explosive, voilà, puisqu'ils se détestent en fait. Donc voilà le pitch de départ, j'ai bien aimé ce roman, mais j'avoue qu'au début je comprenais pas trop où est-ce qu'on allait, je m'en méfiais un petit peu de celui-ci, puisque j'avais un petit peu peur des tournures que certaines choses allaient prendre. Au final, je trouve qu'on a un récit qui reprend certains codes du conte, il y a pas mal de petits clins d'œil à des choses qu'on connaît, mais de manière vraiment beaucoup plus violente, c'est un peu plus sanglant, c'est un peu plus brut de décoffrage, c'est-à-dire que les personnages sont pas forcément tendres entre eux. Mais pour autant, c'est quand même un univers qui manque un petit peu de profondeur. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu la caractéristique des contes. C'est que les contes qu'on connaît, au final, les personnages qu'on connaît vraiment, c'est les deux personnages principaux. Et les personnages qui les entourent, on les connaît pas forcément, ils sont pas forcément approfondis. Ils vont aider les héros du conte à accomplir des choses, mais en fait, voilà, c'est un petit peu, on s'en fiche un petit peu, quoi. C'était un peu le ressenti que j'ai eu à celui-ci, mais voilà, comme je vous disais, c'est un peu aussi cette ambiance de conte qui ressort un peu. Alors j'ai appris qu'il y allait avoir un tome 2, je pensais que c'était un one-shot. Dommage, ça aurait été bien. Mais c'est vrai qu'avec la fin, il y a pas mal de questions qui se posent. C'est une fin hyper explosive où tout s'accélère. Et on a du mal à comprendre les sentiments de haine qui tiraillent nos deux personnages. En tout cas, Violette, c'est vraiment une anti-héroïne au maximum. Donc ça change vraiment des lectures que je lis. Et je trouve que ouais, c'est quand même un livre qui change. Je lui ai mis, alors j'ai oscillé entre 4 et 4,25, mais je pense que je vais quand même lui mettre 4,25 parce que je l'ai vraiment bien aimé après réflexion. Le deuxième collection R que j'ai lu, je l'ai pas sur moi, mais c'est les histoires courtes de La Faucheuse. Donc c'est le recueil de plusieurs histoires qui s'axent surtout sur les personnages dans La Faucheuse qui existaient avant nos protagonistes dans La Faucheuse en fait. C'était surtout sur ça, comme ça que je l'ai ressenti ce recueil. C'était sympa, mais je lui ai mis que 3 parce qu'en fait, déjà La Faucheuse ça fait très longtemps que je l'ai lu, même si ça avait été un gros coup de cœur. J'avoue qu'on n'a pas forcément exploré des choses qui m'intéressaient. Et comme je vous disais, en fait, ça fait tellement longtemps. Et par rapport à la fin qu'on a eue, c'est pas forcément des éléments qui m'intéressent énormément. J'aime beaucoup La Faucheuse, mais pas à ce point-là, je pense. Et je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié si La Faucheuse, je l'avais pas lu il y a si longtemps que ça, en fait. Donc voilà. Donc si jamais vous avez l'occasion de lire La Faucheuse, n'hésitez pas à lire le recueil vraiment dans la foulée. Je pense que ça aurait fait grandement augmenter ma note. C'était pas du tout un recueil inintéressant, mais je trouve qu'il y avait certaines histoires beaucoup moins percutantes et intéressantes que d'autres. Certaines étaient vachement plus intéressantes, ça j'ai vraiment pris plaisir à lire. Mais dans l'ensemble, je trouve que voilà, c'est vraiment un recueil compagnon qui est pas du tout obligatoire et voilà, faut vraiment vouloir en connaître beaucoup plus sur l'univers. Et je pense vraiment dans la foulée d'avoir lu la saga. Passons à l'ovni de cette vidéo et l'ovni finalement de toutes ces dernières semaines sur Bookstagram, BookTok, BookTube, etc. Ici et seulement ici, du coup, de Christelle Dabos que j'ai rencontré donc fin avril. Pas du tout. C'était pas du tout fin avril, c'était mi-avril. Donc voilà, je vous ai fait un vlog. Et donc moi, j'avais commencé à le lire dès que je l'ai acheté. Et comment vous dire, c'était une lecture très déroutante. On est vraiment à mi-chemin entre le contemporain et le fantastique finalement. C'est un roman très perturbant. On n'a pas du tout toutes les réponses à nos questions. Mais j'ai bien aimé la thématique que ça traitait, puisque donc en fait on va suivre plusieurs personnages, un personnage en 6e, en 5e, en 4e et en 3e, donc ici le collège, et on va parler notamment du harcèlement au collège, donc le harcèlement scolaire, mais plus particulièrement du collège, puisque je pense que c'est quand même une période qui est un peu qui tout double chez certains. Moi personnellement ça a été la pire période scolaire de ma vie, et je me suis beaucoup reconnue sous certaines choses. Je sais que beaucoup de choses sont assez violentes. Certaines personnes ont trouvé que justement c'était beaucoup trop. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le harcèlement et à quel point ça peut aller loin.
Donc voilà, j'ai bien aimé toute cette thématique-là, mais c'est un livre qui va quand même au-delà de ça, qui va donc amener un soupçon de fantastique. Et voilà, c'est une lecture où on en ressort avec beaucoup de questions, on n'en ressort pas indemne. J'arrive pas à savoir si j'ai... Alors j'ai pas détesté, j'ai pas été déçue, mais j'ai pas non plus adoré quoi. Donc je lui ai mis un 4 parce que c'est quand même très bien écrit, c'est très immersif. Et pour cette particularité que ce livre apporte, voilà, je lui ai mis 4. Mais je pense que Christelle Dabos a livré beaucoup d'elle aussi en elle, à travers ses lignes. Et vu que c'était peut-être une lecture assez personnelle finalement, et que du coup, voilà, ça donne quelque chose d'assez... voilà, d'assez particulier, ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve que c'était quand même une expérience de lecture unique, voilà, que j'ai su apprécier. Donc voilà, pour celui-ci, je peux pas trop vous en dire plus malheureusement, mais vous avez les thématiques principales et franchement voilà, il se lit super vite, il fait que 230 pages, c'est écrit très gros. Donc si vous êtes tenté et si vous aimez la plume de Christelle Dabos, n'hésitez pas. Ensuite, en avril, j'ai commencé et terminé la duologie This Savage Song de Vi Schwab, qu'on commence un petit peu à connaître ici, puisque voilà, je commence à avoir lu pas mal de choses d'elle. This Savage Song, c'est l'histoire d'une grande ville en fait qui est divisée en deux par deux personnes qui se sont fait la guerre fut un temps. C'est un peu les humains contre les monstres. Au nord, elle est sous le règne d'Arker qui protège ses habitants contre un paiement. Et au sud, on a Henry Flynn qui lui a choisi d'élever 3 monstres. Et donc en fait, on a Henry Flynn et Harker qui sont deux ennemis qui se sont fait la guerre il y a quelques années. Et depuis, il y a un traité qui protège en fait, qui coupe cette ville en deux. Sauf que voilà, les monstres règnent, c'est très dangereux, le danger est partout. Et nous, on va suivre du coup la fille d'Harker, donc Kate, qui enchaîne les bêtises et les expulsions de lycée, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est entrer à l'école de Verity. De l'autre côté, on a Auguste, qui du coup est un Sunai, qui est il a une apparence humaine, mais il a la particularité d'être un monstre, puisqu'il se nourrit des âmes des pêcheurs. Et donc il est élevé par Henry avec sa sœur et son frère Léo. Sauf qu'on sent que le traité commence un petit peu à s'effriter et du coup Auguste va être envoyé par son père Henry à Colton, donc l'école de Verity, pour surveiller un petit peu Kate, la fille de Harker, et choper un petit peu des infos. Donc ces deux-là vont se détester et je vous en dis pas plus, mais c'était une superbe ambiance, j'ai vraiment adoré. Mais en fait, Vi Schwab, elle a toujours ses bonnes idées et c'est ce que j'ai vraiment apprécié encore une fois dans celui-ci. Vi Schwab, elle a des bonnes idées, elle a des bons personnages, elle arrive à donner une ambiance assez spéciale à ses livres et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans celui-ci. Et encore une fois, on est sur quelque chose d'assez psychologique, un petit peu à la Adi Larue, où ça questionne pas mal la question du bien et du mal, et ça questionne aussi le fait que finalement entre être un humain et un monstre, il n'y a qu'un pas, c'est pas si éloigné, on peut très vite basculer dans le monstre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tous ces questionnements. Je pense que j'ai quand même préféré le premier tome parce que oui, le premier tome j'ai mis 4,25 et le deuxième 4. Les deux sont vraiment bien, mais c'est vrai que le deuxième tome on est plus axé sur Kate et dans le premier on est plus axé sur Auguste. Auguste qui est vraiment le personnage qui m'a le plus touchée, qui est un peu plus complexe. Après ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouve que ça manquait un petit peu de profondeur sur l'univers en général. Vraiment au début du récit je comprenais que dalle de ce qui se passait. C'était un peu compliqué, après ça va un petit peu mieux, mais je trouve que voilà, on reste quand même assez statique dans l'histoire et j'aurais aimé un petit peu plus, qu'on bouge un peu plus, qu'on voit peut-être plus de monde. Alors dans le deuxième tome il y a plus de personnages,
Mais voilà, ça reste encore... j'en voulais un petit peu plus, je trouve. Après, c'est vrai que forcément, après Adi Larue, c'est un peu moins adulte. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que j'ai un petit peu moins accroché. Mais ça n'en reste pas moins que c'était une superbe duologie, sinon je n'aurais pas mis 4 ni 4,25. Voilà, donc voilà, c'était vraiment super. Beaucoup aimé. Je pourrais pas vous dire si j'ai préféré celui-ci à Shade of Magic par exemple, puisque Shade of Magic, ça a été la première fois que j'ai lisé V. Schwab il y a super longtemps. Et je l'ai lu voilà, à sa sortie en France et ça fait très très longtemps. Et voilà, c'est juste différent. Voilà, en tout cas, j'ai préféré à Vicious. Je sais pas comment j'ai pu oublier, mais il est à côté de moi, je vous en avais pas parlé, mais j'ai évidemment lu le 2e tome de Throne of Glass. C'était une superbe lecture, vraiment, on sent que même avec ce 2e tome-là, la saga nous réserve encore beaucoup de choses, ça a un énorme potentiel, un énorme world building, des personnages vraiment hyper attachants, hyper badass, j'adore, il y a du mystère, il y a de la magie, il y a des complots et tout, enfin c'est trop bien, j'aime trop. La seule raison pour laquelle c'est pas un coup de cœur, c'est que des fois je trouve que Celaena n'est pas constante, c'est-à-dire que des fois je trouve que c'est un peu... Enfin c'est pas forcément cohérent avec l'image qu'on nous donne d'elle. Peut-être que c'est parce que j'ai pas encore lu le préquel, donc je la connais pas encore assez bien, mais des fois j'ai du mal à cerner ses choix, ses comportements par rapport à ce qu'on attend d'elle, la vision que les gens ont d'elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça et aussi le fait que ça a un petit peu mis de temps à démarrer quand même ce tome 2, mais sinon, tout était parfait. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Ils sont juste là en plus. Coucou. Elle est bien comme ça. Oh oui. T'es bien. Donc on en a fini pour les romans, on passe à un essai que j'ai lu, c'est Comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ses histoires, donc de Lionel Davoust. Voilà, un petit essai sur l'écriture, puisque du coup comme je vous avais expliqué dans mon vlog, voilà, j'ai écrit et j'essaie vraiment de mener à bien un projet d'écriture cette année. Même si pour l'instant c'est un petit peu mal parti, mais bon, on va faire tout comme. Mais celui-ci était vraiment super intéressant parce que moi quand je cherchais des infos, puisqu'en fait écrire ça s'apprend un peu mais en même temps c'est compliqué, il faut s'exercer soi-même en fait. Et, et en fait il y a beaucoup d'ouvrages sur les scénarios, sauf qu'en fait scénario ça n'a rien à voir avec écrire un roman en fait. Et du coup celui-ci il est vraiment axé sur la fiction en fait, et c'était ça qui était vraiment très intéressant. Et voilà, je recommande à ceux qui écrivent ou veulent en savoir plus sur comment écrire. Vraiment c'était super intéressant et j'ai absolument rien d'autre à en dire, à part que je vais le relire pour l'annoter un peu plus, parce que j'avais pas continué d'annoter les passages intéressants. Mais voilà, c'est forcément un truc que je vais relire évidemment. Ensuite, passons au côté graphique. J'ai lu les 4 premiers tomes de Le Rakugo à la vie, à la mort, et c'était une superbe lecture. Il me restera le tome 5 à lire. Visuellement, c'est incroyable, j'ai adoré. Et voilà, narrativement aussi, c'était vraiment super cool. Du coup, pour revenir rapidement sur l'histoire, on va suivre, on est dans les années 60. On va suivre un jeune homme qui sort de prison pour bonne conduite et qui va rencontrer un maître Rakugo. Rakugo, c'est un art en fait qui consiste à raconter une histoire avec une chute drôle à la fin. Et du coup, ce maître Rakugo va le prendre pour disciple alors qu'il ne prend d'habitude pas de disciple. Et donc on va suivre un petit peu voilà, son apprentissage, la manière dont il va tisser des liens avec les autres. Ça va parler beaucoup d'amitié, d'amour, de famille, et surtout de l'art, l'art en lui-même et l'art du Rakugo, l'art que ces personnages vont défendre. C'est fait avec beaucoup de passion et voilà, c'était super bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment super chouette comme lecture. Je sais pas si je le relirais honnêtement, mais c'était quand même une très bonne expérience. Après, j'ai pas fini, hein, mais il me reste encore un tome. Mais en tout cas, voilà, c'était très chouette découverte. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais. J'ai lu aussi La Grande Traversée de Haruko Kumoto qui l'a adapté d'un roman en fait. Donc c'était déjà une très bonne découverte, et celui-ci également du coup. Et ensuite j'ai lu les 4 premiers tomes de Don't Fake Your Smile qui traînaient depuis un petit moment dans ma pile à lire aussi, donc c'est chose faite.
j'ai découvert un petit peu le début de cette saga pour savoir si je continuais, etc. On est sur un triangle amoureux avec des lycéens, mais plus que ça, cette jeune demoiselle va subir une agression et on va parler un petit peu de ses traumatismes avec ce psychopathe qui l'a agressée en pleine rue, mais elle, heureusement, elle a réussi à se défendre puisqu'en fait elle avait des bases Elle faisait quoi elle déjà? Du karaté, quelque chose comme ça? Non, du judo. Donc elle a réussi à se défendre, sauf que ça lui a laissé de profondes blessures. Et du coup, tout le lycée l'apprend et on voit comment les gens la traitent après ça, ce que les gens disent sur elle, etc. Ça, c'était super intéressant. Au-delà de ça, on a donc ce triangle amoureux qui va parler notamment d'orientation sexuelle. Puis on a l'introduction d'un psychopathe qui qui donne vraiment un autre tournant et une autre dimension au récit, qui fait que je sais pas si je vais continuer parce que j'ai trouvé ça hyper malaisant, hyper terrifiant, et je sais pas si je vais apprécier la manière dont le récit va tourner. En tout cas, c'était 4 premiers très bons tomes, mais je sais pas, j'ai peur que ça devienne bizarre et voilà, je veux plus trop douter sur les séries manga parce qu'il y en a tellement que je lis que je peux pas me permettre de tout lire. Donc si je peux faire rapidement des tris, c'est bien aussi. En tout cas, je suis quand même contente de l'avoir découvert, mais je pense que ça prendra pas la direction que j'espère en fait. Ensuite, je découvre Kuta Minami avec 2 one-shots. Le premier, c'est Adieu Midori, que j'ai bien aimé celui-ci. Puisqu'en fait on va suivre Yuko qui a 20 ans, qui travaille dans une petite entreprise et qui va par la suite travailler aussi dans un bar. Elle a une relation régulière avec Yutaka qui est un garçon de son âge. Sauf que elle aimerait bien un petit peu plus avec lui, sauf que lui reste assez insaisissable et en fait on va suivre un petit peu voilà cette relation qu'elle entretient un petit peu toxique finalement avec un garçon qui papillonne aussi beaucoup, qui a pas l'air de savoir non plus ce qu'il veut, qui est voilà, qu'elle n'arrive pas à cerner non plus. J'ai vraiment bien aimé, ça a abordé quand même des thématiques assez intéressantes et qui m'ont beaucoup touchée, donc je l'ai bien aimé. Contrairement à Jeu d'enfant, où alors là je suis passée totalement à côté de celui-ci. Il m'a tellement pas marqué. En fait, on va suivre June à travers plein de petits moments dans sa vie, comment elle va grandir, etc. Et du coup, j'ai pas réussi à avoir d'attache pour elle, puisque ça allait très très vite, puisque voilà, on va donner un moment quand elle avait 5 ans, puis un moment quand elle avait 7 ans, un moment quand elle rentre au collège, un moment quand... etc. Et ouais, je sais pas, j'ai pas du tout réussi à accrocher à celui-ci, contrairement à l'autre. Mais ce n'est que partie remise puisque j'ai encore un autre manga de l'autrice dans ma pile à lire qui s'appelle Mademoiselle Oshi, 29 ans et célibataire. Ah mais non, j'ai pas le tome 1, c'est vrai. J'ai le tome 2, 3, 4 mais pas le 1. Mais voilà, c'est quand même une très bonne découverte. Je suis contente de l'avoir lu et d'avoir sorti un petit peu ces tomes de ma pile à lire parce que ça fait un moment qui trône là-dedans. Et enfin, j'ai lu Jour de sable en BD cette fois-ci, qui a été un 5 sur 5. Voilà, c'était vraiment une superbe expérience de lecture. J'ai adoré ce récit. C'était beau, très bien écrit, très bien mené. J'ai vraiment beaucoup aimé puisque on se retrouve dans les années 1932 aux États-Unis où on va suivre un jeune photoreporter qui est envoyé dans le Dust Bowl en fait, qui est un endroit où en fait qui est frappé par des tonnes et des tonnes de tempêtes de sable, une grande sécheresse et où les gens là-bas tentent le tout pour le coup pour fuir parce que c'est invivable, ça a créé beaucoup de maladies, beaucoup de morts. Et donc lui voilà, il est chargé de prendre un petit peu des photos de tout ça pour voilà, montrer la Grande Dépression, etc. Et sauf que bah, ça va le faire grandir cette expérience, ça va le faire évoluer. Il va se rendre compte de certaines choses, puisqu'au début il est assez voyeuriste, il est assez dans son rôle de reporter et à la fin il devient quelqu'un d'autre en fait. C'est tout un cheminement, une quête de soi et voilà, ça fait découvrir un petit peu des coins comme ça que on connaît peut-être pas tous et voilà, c'était voilà, un récit hyper
hyper poignant aussi et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, une très bonne expérience de lecture. J'adore quand des BD me font ressentir ça, du coup voilà, c'est facilement un 5 sur 5. Et voilà, je vous laisse ici parce que le facteur est passé avec un gros colis et j'ai trop hâte de l'ouvrir. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Et comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchou!